Bruce Campbell is an adjunct professor at York University's Faculty of Environmental and Urban Change, a senior fellow at Ryerson University Centre for Free Expression, and former executive director of the Canadian Centre for Policy Alternatives. He is the author of The Lac Mégantic Rail Disaster, Public Betrayal, Justice Denied, and the author and editor of Corporate Rules, The Real World of Business Regulation in Canada, How Government Regulators Are Failing the Public Interest. And this is almost hot off the presses. It's going to be coming out next month. So you're going to be some of the first people to hear about this new work. So Bruce, we're ready for you. So please go ahead. Well, thank you, Kathy. You can all hear me. Merci beaucoup. It's great to be here. Whoops, that's the last one. Yeah, you may there may be some of you on this call that remember I was at your convention, spoke at your convention in, I think it was 2019, Kathy. But I just want to say I've been a fan of the National Farmers Union. I think it's an amazing organization, and it goes back a long way, 25 years, well, from 91, basically, when I was at the Canadian Centre for Policy Alternatives. And even before, when I worked on Parliament Hill for Ed Broadbent and Stephen Langdon. And I do recall your president then was Wayne Easter. I wonder where Wayne is now. I wasn't sure when I got this invitation. I was really happy to comply. I wasn't sure at the time whether you were aware that I was working on another book, and it really did. It came out of my Lac Mégantic book, and what I wanted to do was explore further the book's main theme, which is the power relationship between corporations and government, between capture and complicity. And, you know, the industrial, before I go on, I just want to say one thing. I'm also on the executive of an organization called the Group of 78. And we held a conference last fall on climate adaptation. And one of your own, Darren Qualman, agreed and did a great job on the food panel. I'll at the end, I've got the links, and you can access the Group of 78 website. And I also wanted to tell you that coming up on March 29th is a webinar. It's called Corporate Concentration and Power in the Global Food System. It's by Jennifer Clapp. Some of you may know. Okay, so let's move to the next slide. I just you know, the landscape, the industrial landscape is scarred by far too many disasters, the result of corporate negligence and regulatory failure. Could you move to the next slide, please? Those are some of them. Obviously, Lac Mégantic was the one that I focused on in my book, but I also looked at others. John Ralston Saul called the transformation of the power relationship over the last 4 decades a corporate coup d'etat in slow motion, unquote. And the power dynamics were captured in Joel Bakken's book, The Corporation, 2004, and his more recent book, The New Corporation. And both of those have been made into documentaries, and they're well worth having a look at if you haven't read the book, even if you have read the book. This relationship was shaped in the era of laissez-faire capitalism, dating from the late 1970s.
You know its characteristics that are components: deregulation, privatization, globalization, etc. I don't know if you're familiar with Karl Polanyi's book, The Great Transformation. I'm a big fan of this book. And his thesis was that markets should be embedded in society. Society should not be subordinated to the whims of the market. And this was largely paid attention to in the post-war era, but it was inverted in the neoliberal era, which is still with us in parts, with the likes of Milton Friedman and Ronald Reagan and so forth. And a cornerstone of that era, and it exists now, is the financialization of global markets and the return of what John Maynard Keynes called the oppressive speculative power of the, quote, functionalist financial investors. And among other things, it's produced extreme concentration of ownership. Measures to boost shareholder value have replaced long-term productive investments, which in turn have been tended to be offshored to low-wage, weakly regulated jurisdiction. And corporate concentration has increased dramatically in big tech, in energy, in drugs, and food, as you know, and transportation, among others. And it's reinforced corporate leverage over government policy, legislation, and government. And as you know, the concentration has become a dominant feature of the modern industrial food system. In nearly all stages of global food supply chains, a handful of multinationals dominate markets, and they wield incredible power. Slide 4, please. The next slide. Is there one before? No, it must be 3. The previous slide? Yeah. I leave that. That's my definition that I use for regulatory capture. Amitai Etzioni. I won't read it, but I'll read what your former president Terry Boehm said. Basically, if we don't regulate ourselves in the public interest, we are going to be regulated by something or someone else, and we must be conscious of that. So I want to talk about some of the characteristics. Next slide, please. I'm going to talk more about these when I talk about measures to reduce or escape from or make regulations more capture resistant. But I'll just kind of note some of the characteristics, the shredding of resources, this leadership which identifies with industry profiles, the weakening of regulatory policy is started under Harper. It hasn't changed much under the Trudeau government, somewhat. The one-for-one rule, risk management over precautionary principle, et cetera, and the capacity of industry to essentially regulate itself. Next slide, please. There's some more of the characteristics, and I came across public servants who spoke truth to power or attempted to speak truth to power and were pushed out, or public servants who became gun shy in the face of criticism from their bosses and where their jobs were at risk. A big characteristic is the revolving door of personnel, including politicians, between industry and government and back, and the fact that these interactions take largely behind closed doors, and that it's enhanced through trade and investment treaties. Next slide, please. I think, yeah. Well, you don't have to go to the next one yet, but go back to the sorry, Jill. Go back to the previous slide, if you can.
Yeah, I'll just leave it there. Um, um, I want to also say that corporate capture of tax legislation and regulation has produced extreme income and wealth inequality in Canada and globally. And John Kenneth Galbraith, some of you know, in his 1979 book, which The Annals of an Abiding Liberal, warned of the impact of ascendant corporate power and weakening union power on income and wealth inequality. He described the return of Depression-era laissez-faire capitalism as trickle-down economics, using a metaphor drawn from his early education in economics and animal husbandry at the Ontario Agricultural College. Quote, if one feeds the horse enough oats, some will pass through to the road for the sparrows, unquote. So the following slides, I'll just put the slides up. Next slide, please. The next slide, yes. I won't go through them. I'm sure to some extent, I'm sure you're largely aware of the wealth inequality and the loss of income and the effect it's had on fiscal capacity and ultimately on budgets of regulatory agency. What I didn't put in this one is also that inequality is also manifested in GHG emissions by the very wealthy and worldwide. In Canada, Canada's richest 1% emit 190 tons per capita per year, and the poorest 50% of Canadians emit an average of 10 tons per capita annually. I'll get to the climate crisis part of my presentation towards the end if I don't run out of time. And looking at the present, despite the government's promises, apart from a few boutique tax measures, this government has done next to nothing to reduce the wealth gap since it came to power in 2015. And I'm sure you're aware of the recent confidence and supply agreement between the Liberals, just reached between the Liberals and the NDP. And it points to significant improvement in our social safety net, including dental and pharmacare, et cetera, the phase out of fossil fuel subsidies, just transition legislation for workers and communities affected by the transition to clean energy. However, don't hold your breath that the federal government in the coming few weeks will make significant reductions in the wealth gap. And there's nothing in the agreement that I saw that mentions this in the accord, in the NDP Liberal Accord. But I do note the NFU president's letter to Finance Minister Freeland, calling on the government to increase capacity for effective public interest regulation, to promote greater trust in Canadian agriculture and promote the interests of Canadian farmers as well as consumers, and measures to prevent profiteering. And I would extend this to all regulations in all sectors. Inaction tends to be a cornerstone of the capture complicity playbook. And I'm reminded of plutocratic representative of wealth and power, John Manley, former CEO of the Big Business Council and former deputy leader in the Chrétien government. And he said in a recent interview with Bloomberg, he said, there aren't enough rich people. And secondly, if you tax them enough, they'll leave Canada. So my Lac-Mégantic research, it fit the mold within the regulatory capture. It fit that mold, and you know, as I've said in previously, and if you've
read the book or heard me when I was at the convention, it's really shredded the railways agency's safety oversight and enforcement capacity, its ability to develop and evaluate regulations, and it's created a vicious circle wherein the loss of capacity led to its greater dependence on industry. De dépendance sur l'industrie en matière de recherche et d'analyse. Et alors, de confier à d'autres la sécurité. Et l'utilisation de mesures volontaires. Alors, comme je disais, alors, donc, c'est difficile pour les fonctionnaires de dire la vérité à son pouvoir. Et quand je parlais de la financiarisation des fonds d'investissement, comme Pershing Square, alors qui ont pris le contrôle de CP, alors ils mettaient l'accent sur les valeurs aux actionnaires et ça a créé beaucoup, ça a aidé au désastre. Et ça continue encore. Le CP est encore en cours devant le tribunal parce qu'ils ne veulent pas reconnaître de responsabilité. Alors, le système judiciaire également est manquant dans ceci. Alors, de la recherche, on peut aller à la prochaine diapo. J'ai identifié, j'aurais dû le montrer plus tôt, mais allez à la prochaine. Alors, voici ce que j'ai appris dans ma recherche sur le lac mégantic et autres aussi, que les gouvernements essayent de trouver des causes après des désastres comme ça. Alors, ils s'engagent à trouver des causes, de prendre les actions nécessaires en matière de sécurité pour empêcher que ça se reproduise, mais au fil du temps, la conscience publique commence à se dissiper. Et le rapport du vérificateur général disait la capacité, la fenêtre est encore ouverte 7-8 ans après le lac mégantic, ça pourrait encore se produire. Alors, quelles sont les leçons apprises par les corporations? Alors, il y a 3 choses. La probabilité d'un autre événement est bas. Le coût de mettre des mesures de sécurité sont élevés et le coût des poursuites est gérable. Alors, c'est ça les leçons que les corporations ont apprises suite au grand désastre. En d'autres mots, business as usual, comme on dit, les choses continuent comme auparavant. Alors, je voulais savoir si c'était unique pour les chemins de fer ou que ça affectait d'autres secteurs. J'ai appelé des experts, certains que je connaissais, et j'ai pensé de vérifier avec d'autres pour vérifier avec leur expertise. Et ils ont répondu en grande force et c'était au-delà de ce que j'avais espéré. Donc, alors, le résultat de tout cela a pris du temps. C'est l'autre livre, Corporate Rules, règlement corporatif, 18 contributeurs, 15 chapitres, une introduction, conclusion et préface. Ça couvre le pétrole, le gaz, le nucléaire, la santé, pharmaceutique, transport, échanges commerciaux, climat, ingénierie, construction, institutions financières, enjeux de gouvernance et plus encore. Je vais essayer de vous en parler un peu plus. Mais en gros, la déception, c'est que je n'ai pas pu trouver un expert sur la grosse technologie ou le secteur alimentaire. J'ai essayé d'en trouver et je crois que les perspectives des chapitres dans ce livre-là sont pertinents pour vous à mesure que vous cherchez à développer un système réglementaire qui met l'accent sur l'intérêt public au lieu de l'industrie agroalimentaire.
Alors, ça s'est confirmé avant la rencontre. J'ai regardé aux commentaires sur le changement au niveau de l'ACIA sur les organismes, les plantes génétiquement modifiées. Donc, Mark Winfield, un des auteurs, démontre qu'au cours de 3-4 décennies, les modèles réglementaires selon lesquels il y avait une séparation claire entre les intérêts publics et privés, ça a changé beaucoup. Alors, nouveau mode d'opération est devenu de partenariat d'intérêt mutuel, des documents pour les guider, des mesures volontaires, etc. Essentiellement, une amalgamation des intérêts publics et privés. Et avec ces modèles-là, les gouvernements délèguent aux compagnies la responsabilité pour leurs fonctions clés, comme sécurité, production d'informations cruciales sur la santé, la sécurité et protection de l'environnement. Au niveau nucléaire, par exemple, Teresa McClanahan écrit les régulateurs, ils vont parler de guider au lieu de règlement obligatoire. Alors, ça manque de constance. Alors, les conditions pour les biais, ça neutralise et ça met les conditions en place pour l'autoréglementation. Alors, ça crée une dynamique où, alors, ils peuvent renvoyer du personnel. Essentiellement, ça ignore l'intérêt public. C'est relatif à l'enjeu que vous avez avec les semences en ce moment. Ils examinent les interactions dans ces secteurs entre législation, supervision. Elle aurait différentes agences de réglementation. Ils ont réduit les ressources, le personnel, l'imputabilité. Mais ce n'est pas juste au niveau du secteur des transports et comment l'intention de la législation a été perturbée. L'existence de la corruption des réseaux privés et comment les corporations puissantes ont utilisé leur statut pour éviter l'examen juridique, y compris ce qu'ils ont fait en matière, même au niveau criminel. On peut penser au cas de SNC-Lavalin, l'industrie de construction. Alors, les agendas, les programmes politiques sont faits en haut, dans des rencontres privées avec les ministres, des présidents de communauté et des fonctionnaires. Ils dominent les interventions dans le processus de consultation publique et dans le lobbying. Ils vont produire des données qui leur sont favorables. C'est présenté comme de la bonne science. Alors, ils vont embaucher des firmes de relations publiques pour confondre les gens et miner la confiance dans les savants. Et avec l'aide des médias et des politiciens complices. L'auteur Edgar Schmidt, un ancien conseiller général du ministère de la Justice, son chapitre est une critique accablante des critères du ministère de la Justice pour évaluer la légitimité des propositions réglementaires des départements. Et ça a subi un gros changement. Le ministère de la Justice ne se demande plus dans ses examens de réglementation savoir s'il croit que ce soit valable. Au lieu de il se demande seulement si, dans ses propres mots, ils ont la possibilité minime d'être légalement juridique ou si
la statistique d'illégalité est 100% ou presque cela. Donc, le changement de critères au ministère de la Justice favorise les politiques, les intérêts du gouvernement du jour de ce ministre au lieu de consulter les représentants élus par le peuple. Les chapitres sur l'industrie du pétrole augmentent notre compréhension de comment elle cache son rôle de faire augmenter les émissions de GES et aussi de sombrer les politiques qui nous aident à s'éloigner des combustibles fossiles. Elles sont au courant des dangers à la planète provenant des GES depuis des décennies. Elles se présentent comme des leaders dans l'effort pour réduire les gaz à effet de serre. Jason McLean démontre comment les grands médias ont aidé et supporté la capture réglementaire de ce qu'ils appellent l'imagination de politique publique pour façonner la discussion et le débat et légitimer l'inaction climatique. Alors, des experts en santé ont contribué aussi. Michelle Brill-Edwards et Joe Lection ont expliqué comment le gouvernement a sapé la loi sur les aliments et les drogues, les réglementations, et aussi Santé Canada, ça a affecté son processus d'approbation des drogues. Ils ont approuvé des drogues qui n'étaient pas sécuritaires, qui ont causé des maladies et de la mort. L'approche précautionnaire aux politiques de réglementation des drogues a été plutôt remplacée par une approche de gestion du risque, et c'est les compagnies qui donnent la plupart des fonds pour les agences de certification des drogues pour accélérer cela, et la confidentialité commerciale est plus forte que la sécurité publique. Quand le gouvernement adopte les valeurs de l'industrie privée et il dit à ses citoyens que les besoins et les valeurs du secteur privé ont plus d'importance que la santé. Et Brill Edwards a montré comment des fonctionnaires placés au Santé Canada, avec l'expertise médicale, ont été mis de côté ou remplacés par des gérants non médicaux. Elle mentionnait plus récemment le rapport du vérificateur général de 2021 a dit qu'il y avait très pauvre prise de décision par les dirigeants durant la pandémie. À cause de la complexité des ententes des cadres réglementaires internationaux est plus élevé dans l'aviation et l'industrie des transports sur mer, parce qu'ils ont envoyé ça à des sociétés de classification internationale qui sont financées par l'industrie privée. Alors, Stuart True a écrit un chapitre sur les ententes d'échange commercial international. Et alors, ces comités-là sont surtout cachés du public par des groupes d'intérêt public externes. Ils sont en dehors de l'intérêt du public et ça met plus de fardeau sur les corporations. Alors, Pigeon et Pringle concluent que les régulateurs financiers ne s'insèrent pas bien dans ce narratif-là, et ils disent que ça existe par le passé et que ça demeure un risque, et ça renforce l'idée que quelqu'un doit... on ne peut pas généraliser dans l'ensemble des secteurs. C'est important de faire la recherche dans chaque secteur pour avoir une bonne idée de sa nature.
Donc, maintenant, je vais aller à des suggestions, des mesures que l'on peut prendre pour faire en sorte qu'on peut résister. Alors, la prochaine, ça n'est longue. Je vais essayer de la garder là pour un instant. Alors, il faut rééquilibrer les relations et minimiser les vulnérabilités à la capture corporative. Comme je mentionné dans le livre, il y a de mes observations, celles de mes collègues. Je dois noter que les auteurs ont mentionné des mesures qui étaient spécifiques à leur secteur. C'est une liste qui n'est pas exhaustive et qui peut être mise en œuvre par un gouvernement qui est déterminé à établir un pouvoir pour contrebalancer. Alors, restaurer les ressources à ces agences réglementaires. Et si ce n'est pas, ressources-là ne sont pas remises, s'ils ne sont pas améliorés de manière... alors, il faut revenir à la réglementation prescriptive. Il faut bâtir la capacité interne d'initier, d'évaluer les propositions. S'assurer que les agences réglementaires ne sont pas en conflit, pas des mandats duels, doubles de promotion économique et de sécurité qui ne font pas rapport aux ministres qui ont ces deux mandats-là. Par exemple, mais le chapitre de Teresa sur l'industrie nucléaire a révélé que le régulateur, la Commission de la sécurité nucléaire continue à travailler activement au nom de l'industrie, qui fait la promotion de petits réacteurs modulaires comme partie de la solution à la crise climatique sans considérer les dangers. Alors, la séparation de l'imputabilité n'a pas changé à ce moment, à ce qu'on sache, entre le régulateur et l'industrie et les ressources naturelles Canada, comme promoteur. Donc, on perd la vision de la sécurité là-dedans. Un autre, c'est qu'il faut lever le voile sur les activités entre gouvernement et affaires qui sont protégées sous des ententes de confidentialité commerciale. Il faut mandater une plus grande transparence et plus d'informations. Alors, donner plus de force à la législation qui est devenue en fait plus faible, que ce soit complètement transparent les ressources financières des compagnies qui, pour le lobbying, il faut également assurer que les coûts associés à la réglementation, c'est payer des revenus, des taxes, mais pas de collection des genre de contribution des corporations, comme par exemple avec Santé Canada, l'approbation des drogues et le régulateur de l'énergie en Alberta. Alors, il faut inclure des conflits d'intérêts, des normes éthiques, les périodes d'attente, limiter le mouvement aller-retour entre l'industrie et les postes de gouvernement, les lobbyistes. Aussi, de demander que les fonctionnaires révèlent les réseaux de contacts du secteur privé qui sont pertinents à leur travail en tant que régulateurs. Et aussi de bonnes protections pour ceux qui vont dénoncer pour les employés du secteur public et privé. Un des plus faibles de tout pays. On peut aller à la prochaine diapo pour vous donner une idée
Vous pouvez voir ceci au fur et à mesure que j'en parle. Réviser les critères du ministère de la Justice, comme j'ai mentionné, pour évaluer les réglementations proposées, s'assurer qu'elles sont cohérentes avec l'intention législative des lois, restructurer les politiques réglementaires introduites par Harper, enlever la loi sur la réduction de la paperasse, comme si on mettait de côté les choses les plus importantes en matière de réglementation, comme la sécurité, ne pas mettre le fardeau sur les corporations, limiter la capacité des corporations de jouer une juridiction contre l'autre afin de minimiser les fardeaux réglementaires, les taxes, les coûts en matière de main-d'œuvre, etc. Quand on parle surtout de santé, sécurité, environnement. Alors, c'est ça, on ne veut pas qu'ils jouent un département contre l'autre afin de minimiser les fardeaux sur eux. On veut réformer les régimes de responsabilité criminelle et civile pour que les hauts fonctionnaires soient imputables, l'exécutif des compagnies, les directeurs, les propriétaires qui soient imputables pour des décisions qui mettent en danger la santé du public et ceux qui font des gains personnels. Et aussi, là, il y a des pots de vin. Restaurer les lignes directrices initiales du conseil privé pour la responsabilité ministérielle qui a été affaiblie sous Harper. Alors, les ministres sont individuellement responsables devant le Parlement et le premier ministre pour leurs propres actions et celles de leur département, y compris les actions de tous les fonctionnaires sous leur gestion et leur direction, qu'ils soient ou non que le ministre en avait déjà connaissance. Ça a été affaibli depuis ce temps-là. Donc, on va, je ne sais pas combien de temps il reste, 10 minutes. Voici un exemple. Comment est-ce que les efforts pour aborder la crise climatique, surtout dans le secteur des combustibles fossiles, alors c'est un écosystème d'obstruction qu'il appelle. Ils interagissent avec, ils vont continuer à perturber la transition et donc il y a une porte tournante entre les fonctionnaires et les hauts placés dans les entreprises et au gouvernement. Et dans le chapitre sur les combustibles fossiles et avec les gouvernements sont surtout responsables que les émissions, en dépit des promesses de les faire réduire, ont augmenté de 26 depuis 1990. Le gouvernement a brisé ses promesses dans le rapport de 2021. Ils ont vraiment dénoncé le gouvernement. Tu ne peux pas aller d'un échec à l'autre. Tu ne peux pas continuer à faire cela. Et le Canada, grâce aux institutions financières publiques et privées, donne plus de finances au secteur du combustible fossile que tout, par capita que tout autre pays dans le G20. Les deux gros fonds de pension publics et la Caisse de dépôt a décidé de se divestir de ces investissements-là pour réduire son empreinte. Et alors, le Climate Performance Index avait classé plusieurs pays sur leur émission et consommation. Et le Canada était presque au bas de la liste. Était le 58 de 63 pays. Le sommet sur le climat l'an passé
Alors, c'est l'industrie fossile, les combustibles fossiles qui a envoyé le plus de délégués. Il y avait des avancements, mais dans l'ensemble, c'est vu comme un échec. Le secrétaire général a dit on cogne encore à la porte d'une crise climatique. C'est un code rouge pour l'humanité. Alors, la promesse de Trudeau de plafonner les émissions et réduire les émissions, ils ont séparé les émissions de la production et pas d'engagement pour éliminer la production du pétrole. Et en fait, on s'attend que ça va croître au cours des prochaines années. Alors, il semble que l'entente libérale NDP va faire passer une loi de transition pour appuyer les travailleurs et pour éliminer les subventions aux combustibles fossiles. Et il devrait adopter en fait la proposition de l'UNF pour établir une institution publique modelée sur l'administration de réhabilitation des prairies pour coordonner les efforts pour réduire les émissions agricoles et afin de répondre à nos promesses faites en matière de réduction des émissions. J'ai mentionné dès le départ que les liens au panel du groupe de 78, il y a un lien. Il y avait une conférence l'automne passé et une le 29 mars, un webinaire qui va y avoir lieu. Et j'arrive à la fin avec la question suivante. Est-ce qu'on peut s'éloigner du modèle de capture de la réglementation? Est-ce qu'un changement de paradigme est possible? Alors, dans ce moment existentiel en matière de climat, les enjeux sont très importants pour le Canada et le monde. Entre autres, il faut ça crée beaucoup de richesses, d'inégalités dans les richesses et les citoyens perdent leur franchise dans le processus politique. Ça crée de la rage, de l'anxiété à propos de l'avenir, de la sécurité économique et qui pourrait ouvrir les alternatives et mener à des conflits violents et à des options de leadership autocratique. Alors, Frank Graves, ils ont fait une analyse derrière le convoi alors, ça montre la sympathie de la part d'un tiers du public, beaucoup plus élevé chez les jeunes et ceux qui s'identifient avec la classe des travailleurs. Ils ont lié le support à une croyance à long terme de 65% des Canadiens que la concentration croissante de la richesse pourrait amener de la violence entre les classes. 70% pour le moins de 35 ans et 81% pour ceux qui s'identifient comme étant dans la classe. It's 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Under the bar. Ça va bien arriver. En bout de ligne, je crois qu'un changement de paradigme est possible, que le gouvernement, la relation corporative-gouvernement peut être équilibrée, qu'une meilleure égalité peut se produire comme après la Deuxième Guerre mondiale et qu'on peut garder le réchauffement de 1,5, 1,6, mais ça prend une volonté politique, une action collective et beaucoup de mobilisation du public, main-d'œuvre, il y a beaucoup d'actions, de démonstrations non violentes, des campagnes et bien d'autres. Alors, le leadership est important pour briser l'étranglement par les corporations. Alors, l'émergence d'une pyramide
de recherche de santé qui veut garder le statu quo et qui résiste au changement systémique était un facteur central identifié par Ronald Wright dans ses Massey Lectures en 2004, A Short History of Progress. Il examinait les forces qui ont mené à l'effondrement des anciennes civilisations en remontant des milliers d'années. Et il appelle ça il compare cela à des dangers. C'est un peu comme la boîte noire dans les avions qui s'effondrent, qui vont faire accident. Ça peut être le nucléaire, l'apocalypse climatique, etc. Récemment, à la CBC, il espère moins que quand il a fait ces présentations-là, quand il a dit que ceux qui sont en haut de la pyramide ne peuvent pas voir au-delà du court terme et éviter un effondrement de la civilisation. Alors, je pense que la complicité capture peut être résistée dans le domaine. Ça pas noir encore, mais ça s'en vient. En dépit il y a peu de possibilités de transformation. Alors, il ne faut pas se résigner à cela. Ce n'est pas une option. Le philosophe Antonio Gramsci disait qu'il faut se pratiquer le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Alors, là-dessus, je vais terminer. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci beaucoup. Et vous pouvez aller à la dernière diapo et qui montre le livre. Alors, merci. C'est très apprécié d'avoir écouté ma présentation. Thanks very much, Bruce. Alors, merci beaucoup, Bruce.